Si je soulève un peu le drap, nous, notre sujet, c'est de répondre à ces problématiques de BFR. Et on le fait au travers d'une suite BFR, j'ai envie de l'appeler comme ça, où tu peux agir sur 2 éléments, les délais de paiement fournisseurs et les délais de paiement clients. Et donc, à nous d'imaginer les meilleurs produits avec la meilleure UX pour adresser cette long tail, enfin toutes ces micro-entreprises qui sont très nombreuses, donc il faut pouvoir le faire à faible coût, avec un produit qui agit sur ces délais de paiement, qui va donc concrètement les réduire. Et puis donc pour ça, on a aujourd'hui ce qu'on appelle le Pay Later, donc c'est du financement de délais de paiement fournisseur, du Pay Later client, financement de délai client, et on va sortir prochainement la carte de crédit pour ce segment-là aussi. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir le CEO et le fondateur de Hero, Roland J. Nielsen. Salut. Salut. Ça va Roland ? Ça va très bien et toi ? Ravi de t'accueillir sur FinScale. Pas pour parler de sculpture, même si j'aimerais bien, parce qu'on a tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait des histoires familiales autour de l'art, mais plutôt pour parler de Hero, qui est la nouvelle boîte que tu as créée, enfin il y a déjà pas mal d'années. 3 ans. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir répondu présent. J'attendais un petit peu que la boîte évolue et voir un petit peu comment le business allait se passer pour t'inviter. Donc je te remercie d'avoir attendu toutes ces années et de nous faire l'honneur de nous accorder ce temps-là. Est-ce que tu pourrais rapidement nous parler, avant de parler de Hero, de ton expérience avec Merci Andy ? Ouais, bien sûr. Ça m'intéresse parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement. En fait, je pense que à la base, moi, je me considère comme un entrepreneur. Donc, je me suis lancé d'abord avec une sorte de conviction en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout simplement. Ouais. Et j'ai fait un voyage au Maroc pendant mes études où j'ai eu un moment un peu de révélation. Où je me suis dit, en fait, il y avait le choix finir dans un grand groupe, qui était le choix un peu évident, qui m'avait été poussé par ma famille, finalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, très classique, en fait. Beaucoup de jeunes qui sont dans cette configuration et qui se demandent ce qu'ils vont faire, en réalité. Ouais. Puis à la base, je voulais être pilote de ligne, donc, enfin bref, rien à voir. Et je me suis retrouvé dans ce voyage un peu introspectif, en me disant... En fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Après ton bac ou tes études ? Pendant mes études. Ouais. Donc, stage de fin d'études, si tu veux. Ok. Et là... Dans l'Atlas marocain ? C'était un stage en contrôle de gestion donc tu étais en stage au Maroc ? Ouais, j'étais en stage au Maroc. Dans une filiale perdue un peu de Suez Environnement. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je suis sorti de ce voyage avec un chemin entrepreneurial. Alors, je ne savais pas que j'allais faire Hero et ce dont on va parler, mais en tout cas avec la conviction qu'il fallait que je crée ma propre aventure. Et ça venait d'où, ça ? Du cœur ? C'était une envie ? T'arriverais ? Non, c'est une suite de choses. Je pense qu'il y avait la volonté de se sentir utile dans ce qu'on fait. De sentir que ma présence était essentielle et que j'allais être vraiment impliqué dans les choix que je fais et tout simplement dans ce en quoi je travaillais. Et après, il y avait évidemment l'envie d'avoir en fait le choix, la direction. Dans ta vie, tout à fait, d'être aux manettes. D'être aux manettes. Et après, ce que j'ai réalisé aussi, et ça, je pense pas que je l'avais vu, c'était d'apprendre. Parce qu'en fait, et du coup, je vais venir à Merci Andy parce que je m'égare, mais le fait d'apprendre, en fait, être entrepreneur, c'est apprendre, en fait, au quotidien. Ah oui. C'est comme une prépa, en fait, qui s'arrête jamais. On est d'accord. Et ça, c'est un moteur pour moi, parce qu'en fait, et du coup, tu vois la suite logique, Merci Andy, ensuite la FinTech, etc. Ouais. En gros, c'est l'apprentissage sur des sujets qui sont extrêmement complexes, où on arrive, et là, en fait, il n'y a pas le choix. Il faut bouffer. Ouais. Il faut apprendre vite. Ouais. Et ça, c'est un truc passionnant. Et donc, pour Merci Andy, comment je me suis lancé là-dedans ? Donc, c'est dans les cosmétiques, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, Merci Andy, je me suis lancé donc d'abord avec une volonté de créer. En fait, comme tous les entrepreneurs, je pense... je ne crois pas qu'on se réveille un matin avec une idée, qu'on exécute parfaitement, etc. Je pense qu'on a une vague idée de ce qu'on veut faire. Ouais. On tâtonne. Et puis en fait, on tâtonne. Et puis en fait, de fil en aiguille, on affine notre projet. Et puis on finit par trouver exactement
ce qu'on veut. Exact. Puis on échoue, on réussit, voilà. Ouais. Ça c'est encore Je connais. tous les entrepreneurs connaissent. Ouais. C'est la définition même, je pense, de l'entrepreneuriat. Donc, cette expérience, elle a duré combien de temps ? Elle a duré pour moi 5 ans. Ok. 5 ans, donc première boîte, premières expériences, premières erreurs, grosses erreurs. Tu étais associé avec Louis, c'est ça ? Louis et Antoine. Vous étiez 3, d'accord. On était 3, pardon. Ok, donc c'est que cette expérience se finit. On est en 2021, c'est ça ? Pourquoi est-ce que tu as décidé de repartir sur la fintech, sachant que la fintech est déjà à cette époque-là un trend qui va très très vite. Il y a déjà beaucoup de players qui sont en place sur plein de verticales déjà. Donc pourquoi avoir choisi cette verticale bancaire ? C'était quoi tes drivers à ce moment-là, quand tu décides d'aller dans cette direction ? Alors déjà, je pense qu'il y a un sujet un peu passion. Pour moi, en tout cas, la fintech, c'est un sujet qui me passionne. Oui. Tout simplement aussi parce que j'ai toujours été un early adopter, en tout cas des produits comme Revolut, version retail, que j'aimais beaucoup et que je considère comme étant la meilleure banque aujourd'hui. Et c'est un produit que j'ai utilisé depuis le début, qui me passionnait vraiment. Donc c'est d'abord une envie, en réalité. Puis après, il y a un sujet, il y a une opportunité de marché dont on va parler, mais c'est d'abord une envie. 2021, c'est, on va dire, la fin du Covid. Donc, il y a un sujet de trésorerie, de délai de paiement. Il y a l'explosion du SaaS, du e-commerce, tous les business en ligne. Mmh. Et moi, j'ai vu une opportunité de marché sur le financement des délais de paiement, sur le cash, tout simplement. Et je me suis dit, en fait, il y a toute une vague de comptes qui existent. Donc, le retail d'abord, avec Revolut, N26, etc. en 2013-2015. Mm-hmm. Puis sont arrivés les acteurs B2B, dont on va parler aussi, je pense, Conto, Shine, etc. Mm-hmm. Et ces acteurs-là se sont concentrés sur la digitalisation du compte et des cartes, dans un premier temps, donc sur le paiement. Et ils ont amené une UX et une expérience incroyable. Je paye quelque chose, je sais que j'ai payé à l'instant T, je peux verrouiller ma carte, je sais quand mon argent arrive sur mon compte, j'ouvre mon compte en 5 minutes, etc. Mais personne s'est concentré sur le problème numéro 1, en fait, des TPE, des micros, qui est le problème de cash, le problème de trésorerie. C'est le premier problème. Le BFR. Ouais. J'aime pas trop ce mot, mais c'est... Oui, non, mais le terme BFR, si tu veux, c'est bon. Ouais. Mais oui... Et ça, c'était un constat que je veux dire, c'était très vague, c'est ton environnement, je veux dire, comment tu as validé ce pain point, outre ce que tu lisais dans la presse je pense qu'il y a plusieurs signaux faibles, pardon. Déjà, chez Merciandi, on a beaucoup bossé sur le BFR, parce qu'on avait des gros sujets sur le BFR, donc on a utilisé tout ce qu'on pouvait. Et puis, on a utilisé le produit le plus courant en France, qui est championne quasiment du monde et d'Europe, qui est le factoring. Mm-hmm. Donc, on travaillait avec BNP Factor, on travaillait avec Crédit Mutuel Factor. Mm-hmm. Le factoring, juste pour nos auditeurs, c'est 2040 milliards, je crois, en 2024 sur l'Europe. C'est 11% du PIB, quand même. Mm-hmm. C'est vraiment colossal. Donc, c'est un marché qui est bien mature, qui est bien en place, en réalité. Qui est très utilisé par les Européens. Donc il y avait ce premier élément-là. Et puis ensuite, moi j'ai fait le pont en fait entre les deux sujets dont on vient de parler en me disant mais qu'en est-il du premier tissu économique européen qui sont les micros et les TPE qui sont 99% des entreprises. Est-ce qu'elles sont bien adressées ? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet autour de ça ? En fait, sur les délais de paiement, tu as aussi pour nos auditeurs, tu as 62 jours de délai de paiement. Tu as la France, c'est 13,5 jours de retard de paiement, qui est au-dessus d'ailleurs de la moyenne européenne. Mm-hmm. Donc, si tu lises tous ces points-là, tu as un vrai sujet. Et en plus, c'est les micros qui ont le plus besoin. Parce qu'en fait, c'est celles qui subissent le plus les retards de paiement. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ces sujets-là qui m'ont amené vers la conclusion qu'il y avait un time to market pour Hero. Mm-hmm. Et puis ensuite, la création bancaire, elle n'est pas linéaire. Si tu regardes vraiment toute l'histoire, tu as quand même des vagues avec des opportunités technologiques ou de marché qui ont fait que ces acteurs sont arrivés. Et ils ne sont pas arrivés tous la même année, en fait. Mm. Alors évidemment, les cycles sont plus courts aujourd'hui parce que tu as un environnement qui va toujours de plus en plus vite. Mais si tu reprends l'histoire depuis le début, tu as, les Médicis au 15e, ensuite tu as la Banque de France par Napoléon
en 1800, puis tu as Société Générale, 64, je crois. Enfin, voilà, donc tu as eu toute une succession de banques, de fusions aussi, BNP qui est né comme ça, BPCE, etc. Et moi, j'estime, après c'est ma vision, qu'il y a de la place pour moi et il y a de la place pour d'autres encore. Pourquoi tu penses que les établissements financiers traditionnels qui gèrent et brassent des millions et des millions de comptes de petites entreprises adressent encore mal ce sujet aujourd'hui ? Très très bonne question. Non, mais c'est très une bonne question en fait, qu'on peut se poser quand même. Oui, absolument. Même qu'il faut se poser. Je pense que aujourd'hui, ce qui est adressé par les néobanques, j'ai envie de dire B2B ou les banques B2B, dans cette nouvelle génération, dans cette première génération de FinTech, comme Conto, c'est principalement des entreprises individuelles. Donc sur les micros, quand on dit micro-entreprise, c'est entre 1 et 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan. Okay. Là-dessus, 75%, c'est de l'entreprise individuelle. Donc c'est solopreneur, en fait, quelle que soit la forme juridique. Et tu as 25 qui sont en réalité à 1 et plus jusqu'à 10. Ouais. Donc ces entreprises-là, en fait, pour adresser ces entreprises-là, tu as un coût opérationnel qui est important. Ouais. Donc est-ce qu'elles sont mal adressées ? Les banques font très très bien leur travail, en France particulièrement, où on a des banques qui sont vraiment puissantes, fortes, Crédit Agricole qui est, je crois, la 4e mondiale. Donc le marché est bien adressé, on vient de le dire, le factoring, c'est pas un truc machin. Maintenant, est-ce qu'il y a une opportunité sur les petits ? Avec la digitalisation sur les comptes de paiement et sur les cartes, ça c'est sûr que oui, puisque voilà, l'histoire nous le montre. Et est-ce qu'il y a une opportunité sur le cycle de trésorerie ? Ça c'est à moi de le prouver. Ok, alors partant de ce point d'achoppement pour ces micro-entreprises, comment vous avez, par quoi vous avez commencé le tout départ ? Les premiers users que vous êtes allés chercher, c'est qui ? Et c'est comment ? Alors, en fait, on a commencé... Donc, c'est une très bonne question qui était pas facile à répondre parce que au tout début, j'entends, c'est-à-dire quand j'ai lancé fin 2021, début 2022, pas de licence, tu fais du crédit, compliqué. Donc, en fait, on a commencé à financer les délais de paiement côté client. Donc, on a fait le fameux BNPL, où on a financé en fait des délais de paiement en ligne d'abord, puis hors ligne dans un second temps. Et on a été chercher des marchands en ligne sur certaines verticales. Donc on a pris le téléphone, on a appelé, ça t'intéresse d'avoir ça, tout simplement. On a utilisé des instruments de financement qui sont alternatifs, qu'on savait pas forcément pérennes. Mais j'écoutais le podcast que tu avais fait avec Valentine Baudouin et qui disait, voilà, moi j'ai des fintechs qui venaient me voir pour me dire comment faire pour ne pas être régulé. Tout à fait. Donc en fait, on savait que le sujet... Pour la petite histoire, j'avais été en discussion avec un entrepreneur il y a 2 ans qui m'avait dit, on va faire ça, on va monter un établissement de paiement. Je dis, t'excites pas. Tu sais quoi, tu devrais aller voir Valentine Baudouin. Elle est toujours très créative. Elle va te trouver des bonnes idées. Et il m'avait remercié quelques mois après, en disant, en effet. Elle a dû calmer un peu. Je vais pas lancer l'établissement de paiement tout de suite. Non, alors, c'est drôle, mais moi, justement, quand je lui en avais parlé, elle m'avait dit, non, mais... t'inquiète, ça va le faire, établissement de paiement et tout. Et en fait, le chemin, je sais pas si tu veux qu'on en parle de l'agrément, mais ça a été... mais je te dis, j'en parle. Si t'as écouté l'épisode qu'on a enregistré toutes les deux, là, que j'ai sorti... J'ai écouté une partie. T'écouteras jusqu'au... le cas d'un de mes clients, je lui en parle. Donc, désolé pour les auditeurs qui ont déjà écouté cet épisode. J'ai un client qui était parti pour créer, donc à l'époque, un établissement de monnaie électronique, from scratch, et il n'était pas encore allé voir ses investisseurs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas mûr. C'est pas assez mûr. Lui. Ah oui. C'est ça que tu veux dire ? J'avais entendu cette partie. Il y a une maturité à avoir quand tu veux monter en compétence sur ces sujets-là il faut que tu aies les reins solides parce que c'est quand même assez peu comestible comme matière. Alors moi, paradoxalement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le sens comestible, mais... c'est structurant. C'était juste, je pense, un marathon... Non, c'est un ultra trail. Un ultra trail, voilà, merci. C'était un ultra trail. C'est ça. Il fallait avoir les bonnes chaussures. En fait. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile, mais aussi difficile. Ouais. Mais je trouve pour le coup que, en tout cas pour le régulateur français, on a vraiment des gens qui font vraiment bien leur boulot. Oui, tout à fait. Et qu'on est bien logé en fait en France. Et ça, c'est chouette. C'est toujours un peu l'œuf et la poule. Comment vous avez réussi à la fois à monter votre stack tout en étant OK d'un point de vue réglementaire et
en allant chercher ces clients-là? Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait conjointement. Donc, en fait, le sujet d'être régulé, il est arrivé très tôt parce que je savais qu'en fait, si tu fais du crédit, il n'y a pas 300 000 façons de le faire en France et en Europe. Donc, il fallait que j'y aille vite, mais pas trop vite non plus, parce qu'il fallait que je puisse aussi convaincre des investisseurs de me suivre pendant un certain temps. Bon, tu étais déjà un repeat founder. Alors, j'étais repeat founder dans le sens où j'avais fait des trucs avant. Ouais. Donc ça, j'avais une confiance de base, mais il faut injecter quand même quelques millions pour faire ne serait-ce qu'un hero. Donc j'ai fait les deux en même temps. Donc j'ai fait à la fois construire des solutions de crédit, et je me suis concentré là-dessus. Parce qu'en fait, il fallait que je construise un loan book, il fallait que je sache originer dans un premier temps, contrôler mon late, mon défaut, vérifier que j'étais capable de le faire, faire mes premières erreurs, refinancer et avoir quelque chose qui tienne la route et qui soit pérenne. Et en parallèle, j'ai construit ma stack et je suis allé chercher mon agrément. Donc ça a été pas mal un parcours du combattant. Et sans agrément, vous bossiez avec des établissements financiers ? Sans agrément, on bossait avec des établissements financiers. Ouais. Et vous aviez réussi à convaincre qui ? Tu peux dire ou pas ? Non, je sais pas, je n'ai pas envie de les mettre dans une situation délicate, mais on a réussi à bosser avec des établissements financiers de la place, sans problème. Okay. Avec non, il n'a pas fallu convaincre trop. Ça peut être intéressant que tu nous expliques comment tu as réussi à les convaincre. Parce que... j'ai réussi à les convaincre avec des mémos d'avocats, en leur expliquant quel était l'instrument qu'on utilisait, pourquoi est-ce qu'il était legit et comment est-ce qu'on allait le faire et qu'on n'allait pas faire n'importe quoi et que de toute manière, on était en train d'aller chercher un agrément. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'histoire, nos courriers avec l'ACPR se sont croisés. Alors, tout le monde reçoit un courrier de l'ACPR quand on rentre dans le monopole bancaire, en général. Et ils nous avaient contactés. J'avais pas reçu le courrier. Alors, je sais que ça ressemble à une excuse, mais c'est la vérité. Donc, quand on est arrivé au rendez-vous, il y avait une espèce de tension. Angoisse. Et je leur ai dit, et puis à un moment, ils nous disent, voilà, d'ailleurs, vous n'avez pas répondu au courrier. Je dis, mais quel courrier ? Et donc, en fait, on a pu enlever ce quiproquo. Mais nous, en fait, l'idée, c'était de rentrer en contact avec eux et de se présenter de bonne foi, rapidement, d'expliquer le projet et d'expliquer voilà, ce qu'on faisait ici. Et de le faire vite. Donc, en fait, c'est arrivé assez tôt, au bout de 9 mois, je pense, d'activité, quelque chose comme ça. Ok, parfait. Alors, une fois que vous avez réussi à aller chercher cet agrément, que vous avez commencé à avoir un peu de traction, vous êtes quand même allé sur la rémunération des comptes pro. Donc, est-ce que tu peux juste, peut-être, avant qu'on fasse ça, nous expliquer maintenant à quoi ça ressemble et pourquoi vous êtes allé sur la rémunération du compte pro, comment vous êtes allé, vous parvenez, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, à rémunérer à 5% le compte pro aujourd'hui. Comment tout ça s'est mis en place ? Je vais tout expliquer. Donc, alors, je ne sais plus dans quel sens, mais donc nous, on a tout reconstruit. On a reconstruit notre propre core banking. Donc, c'est nous qui l'avons fait, c'est core banking maison. On loue évidemment des rails. On a une banque de cantonnement, une banque qui nous permet d'accéder à ces rails, donc ce qu'on appelle l'agency banking. Et pourquoi ? Donc, pour revenir à ta question de rémunération de la trésorerie, c'est parce que notre principal sujet, c'est la trésorerie. Donc, ça nous semblait naturel de pouvoir proposer la rémunération de la trésorerie à notre cible. Donc, on le propose comment ? En fait, on a un accès via notre banque de cantonnement à la Deposit Facility. Ouais. Et on a négocié avec ces gens qui sont Banking Circle, pour les nommer. Et du coup, on reverse cette trésorerie, cette rémunération, à nos clients. Et pour les 5%, c'est une offre promotionnelle qu'on applique pour attirer des clients, parce qu'en fait, on est un nouvel entrant et donc on a envie de capter un maximum de bons clients. Ok. Alors, si tu regardes, parce qu'on parlait Conto, tu les as mentionnés. Moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais dit à mes étudiants à HEC, surtout allez voir les intégrations chez Conto, c'est hallucinant, quoi. Ils sont intégrés avec la terre entière. C'est de la folie. C'est absolument incroyable. Comment vous faites, vous, pour choisir de développer telle ou telle fonctionnalité, de développer telle ou telle intégration en fonction des besoins de vos clients ? Comment est-ce que vous jaugez, quels sont vos critères de décision ?
Parce que c'est clé, en fait. Complètement. En fait, déjà, le premier élément, je pense, c'est d'avoir un accès aux clients. Donc, nous, ce qu'on a, c'est... En fait, on leur permet de rater à chaque fois, donc de noter, leur expérience dans leur compte, que ce soit sur desktop, sur leur bureau, comment on dit, sur le desktop, sur desktop ou sur application mobile. Et dès qu'on voit qu'il y a un rating qui est en dessous en gros, c'est sur 5 étoiles, on va la voir immédiatement sur Slack avec potentiellement un commentaire et on va les appeler et on va leur demander pourquoi. Donc ensuite, pour répondre à la question des intégrations, donc il y a une partie des éléments qui viennent de là, donc sur du feedback client qui est très instantané, j'ai envie de dire, et une partie évidemment qui est en lien avec l'expérience qu'ils ont quand ils ouvrent le compte, parce qu'il y a une partie de nos clients aussi qui sont rappelés par des sales pour leur permettre soit de finaliser le compte, soit de tout simplement répondre à leurs questions autour du financement. Et à ce moment-là, on a un feedback qui remonte aussi. Donc, sur les intégrations, typiquement, connexion aux outils comptables, c'est quelque chose qui arrivait extrêmement tôt. J'imagine, surtout avec les acteurs qu'on a en ce moment, qui disaient, moi, si je ne peux pas utiliser ce compte, c'est mort, parce que mon comptable ne veut pas, et en fait, j'ai besoin d'une intégration. Ouais. Et alors, pour les stratégies d'acquisition des clients, comment est-ce que vous y prenez ? Tu pourrais nous soulever un petit bien peu sûr. Le drap ? Ouais, je peux soulever un peu le drap. Je peux soulever un peu le drap. Si tu veux, sur 100 d'acquisition, tu as déjà une partie qui est organique. Donc ça, c'est, on va dire, principalement SEO, typiquement un podcast comme le tien, etc. Ça va nous permettre d'avoir un trafic naturel, tu reposes sur LinkedIn, etc. Et puis après, tu as toute une partie display. Donc là-dedans, je mets toutes les plateformes, y compris Google, donc tout ce qui est acquisition en fait. Et après, c'est pas tant dans le canal que ça se joue, c'est plutôt dans la promesse. Et en fait, on en parlait au début du podcast, en fait, le cash, c'est le sujet numéro 1 fait, des micros. Donc en fait, si tu parles de répondre à cette problématique, quand tu fais de l'acquisition, ça coûte un petit peu moins cher que via d'autres promesses. En fait. Donc nous, il n'y a pas de... si je soulève un peu le drap, nous, notre sujet, c'est de répondre à ces problématiques de BFR. Et on le fait au travers d'une suite BFR, j'ai envie de l'appeler comme ça, où tu peux agir sur 2 éléments, les délais de paiement fournisseurs et les délais de paiement clients. Et donc, à nous d'imaginer les meilleurs produits avec la meilleure UX pour adresser cette long tail, toutes ces micro-entreprises qui sont très nombreuses, donc il faut pouvoir le faire à faible coût, avec un produit qui agit sur ces délais de paiement, qui va donc concrètement les réduire. Et puis donc pour ça, on a aujourd'hui ce qu'on appelle le Pay Later, donc c'est du financement de délais de paiement fournisseur, du Pay Later client, financement de délai client, et on va sortir prochainement la carte de crédit pour ce segment-là aussi. Top. Alors, il y a des fonctionnalités qui pourraient venir, et je ne sais pas si c'est dans votre roadmap, c'est tout ce qui concerne la compta et la trésor en stablecoin. Est-ce que c'est déjà... Moi, j'adore le sujet, donc est-ce que c'est un sujet qui remonte auprès de votre clientèle ? Des besoins qui peuvent remonter ? Non, aujourd'hui, c'est pas un sujet qui remonte. C'est trop local, c'est pas... il n'y a pas besoin... Le sujet lui-même, il est passionnant. Est-ce que j'y crois ? Oui. Est-ce que ça répond à des problématiques pour nos clients aujourd'hui ? Non, pas encore. Après, il y a plein de use cases autour des stablecoins, sur les schemes, et je pense que c'est un sujet qu'il va falloir ouvrir à un certain moment. Mais nous, aujourd'hui, on voulait pas faire un énième compte pro. Alors, ça fait péjoratif, mais en gros, de lancer un compte pro comme les autres, entre guillemets, parce qu'ils ont déjà adressé une partie du marché, et ils le font très bien, juste pour remettre l'église au centre du village. Et nous, en fait, il fallait qu'on se concentre quand même sur le sujet du cash. Donc nous, c'est notre principal sujet, mais il fallait quand même qu'on reconstruise une partie du compte pro. Donc, parce qu'il faut pouvoir envoyer, recevoir, il faut avoir l'expérience qui soit au moins... à ce niveau-là pour pouvoir se faire une place. Donc c'est un challenge qui est encore plus important parce qu'il faut pouvoir reconstruire, plus apporter de la valeur. Et donc dans la tête de ces solopreneurs que vous adressez en ce moment, vous êtes vu comme une solution additionnelle de leur compte pro ou petit à petit ça devient de plus en plus le compte pro Est-ce que tu vois, tu peux nous décrire un petit peu le cas d'usage un peu classique ? Donc on n'adresse pas que les solos, nous. On a une répartition plutôt 60-40. C'est-à-dire 60% d'entreprises individuelles et 40% d'entreprises entre 1 et 9, notre fameuse segmentation de tout à l'heure.
Donc maintenant la question c'était est-ce qu'on est vu comme le premier compte ? Alors en fait pour être le premier compte le plus simple, je vais vulgariser, mais c'est d'arriver à la création. Donc là où ce que font les établissements de la place en réalité, c'est je les accompagne dans la création et je leur vends un bundle création, dépôt de cap plus abonnement annuel. Et ça c'est le meilleur moyen d'être premier. Mais ça t'empêche pas d'aller chercher aussi une banque traditionnelle. Aujourd'hui en termes de pénétration, fintech, enfin tu dois avoir 13% de pénétration sur ce segment-là, donc tu as encore beaucoup de place sur le marché pour adresser en fait toutes ces entreprises-là plus tard. Ça aussi c'est un élément important, je pense. Donc pour répondre à ta question, et c'est pas que des entreprises digitales, hein. Non, c'est pas que des entreprises digitales. Ça peut être un artisan, je sais pas, cordonnier, un garagiste. Ok, d'accord. Parce que moi j'avais vu dans la vision que vous aviez, c'était devenir le partenaire financier de référence des PME digitales européennes. C'est ça que j'avais en tête. Alors le mot digital, du coup, il est à supprimer parce qu'en fait c'est pas que digital, mais c'est toutes les PME, toutes les TPE PME. D'accord. Parce qu'après, PME, ça va jusqu'à 250 salariés de mémoire. Mais nous, on se concentre vraiment sur les petits, donc 1 à 9 principalement, et plus tard sur le segment d'après. Dans les problématiques que vous identifiez, cette problématique du BFR, est-ce que, alors j'imagine que c'est le cas, mais à toi de me dire, dans la vision que tu as à plus long terme, est-ce que c'est des problématiques que tu vois dans des marchés limitrophes, ou c'est déjà relativement bien adressé, si tu prends l'exemple, par exemple, du UK, de la Belgique, de l'Allemagne? Oui, on est d'ailleurs dans plusieurs pays aujourd'hui. 50% de nos clients sont en Italie, en Espagne et en Allemagne aujourd'hui. Ok, d'accord. Et en fait... Et c'était opportuniste ? Comment est-ce que vous êtes tombé sur ces marchés-là ? Alors moi, j'ai ranké par GPD. J'ai dit, les premiers GPD, on va aller tester notre proposition. Et donc, on a passeporté notre agrément dans ces pays-là et on a testé notre proposition de valeur dans ces pays-là. Et du coup, on commence sur ces pays-là. Enfin, on a commencé déjà... En gros, on a commencé vraiment à commercialiser ce que moi, j'appelle le guichet unique, le one-stop shop, en janvier 2025. Donc, ça fait 8 mois, en fait. Donc, c'est assez récent. Ouais. Avant ça, on n'avait pas notre agrément, on ne pouvait pas le faire. Et on a choisi un chemin sans basse au départ. Donc, il fallait que les choses soient construites. Donc, pour répondre à ta question, oui, on a une empreinte, j'ai envie de dire, pan-européenne. Et le plan, c'est d'être pan-européen. Ok, d'accord. Et si tu pouvais nous donner quelques chiffres, ça m'intéresserait, en termes de le nombre de l'équipe, le nombre de clients, les volumes, etc. Ouais. Enfin, si tu peux communiquer. Je vais te dire sur quoi je peux communiquer. Donc, on est 70 heroes. On atteint, je vais te donner les chiffres Q4, on va atteindre 15 000 clients actifs et 6 millions d'ARR. Super. Un début. Top. Et alors, les levées de fonds que vous avez faites auprès de qui ? On a fait... on a eu la chance au début d'avoir un business angel qui m'a fait confiance, qui s'appelle Edouard Lando. D'ailleurs, je le remercie dans ce podcast. Ensuite, on a fait des fonds comme Motive Partners et Square One, qui sont des fonds... alors, Motive spécialiste, qui appartient à Apollo aujourd'hui, fonds américain du coup, et Square One, qui est un fonds allemand. Donc eux aussi, ils m'ont fait confiance sur un premier tour. Et puis après, il y a Valar qui est rentré l'année dernière, ou il y a 1 an et demi. Valar qui Ils ont mis aussi chez Conto, non ? Alors oui, ils ont mis chez Conto, mais pas que. Ils ont mis chez Conto, ils ont mis chez N26, ils ont mis chez TransferWise. Enfin, c'est de vrais spécialistes. Ils sont partout d'ailleurs. Ils sont partout. Ils avaient investi aussi dans ce CFO Stack que j'avais reçu. Ils ont investi aussi chez Regat, mais ils investissent dans toutes les fintechs. Ouais. Ils raflent tous les deals. En fait, les beaux deals. C'est des spécialistes. J'imagine qu'ils vont, je crois qu'ils vont sur les meilleures solutions. Et puis moi, j'ai vraiment eu un fit en fait avec les deux. Et je pense que ça s'est fait principalement comme ça. Mais c'est des gens qui sont très pragmatiques. C'est différent, je pense. Il y a vraiment les investisseurs américains, les investisseurs européens, que c'est un peu différent. Et vous avez en tête d'aller lever de la dette ? Alors, on a levé de la dette. On n'a pas beaucoup communiqué autour de ça. Mais du coup, dans l'histoire dont je te parlais tout à l'heure, de construire et de refinancer systématiquement, je me suis refinancé 3 fois. Donc, j'ai levé pas mal de dettes. En dernier, on a levé 50 millions avec Siena. Ah, mais oui, j'en ai parlé avec Paul Deleuze, en plus. Ok. Sur, oh là là...
J'en ai parlé avec Paul Deleuze. J'ai reçu Paul il y a quelques mois. Ok. Pour parler du fonds défense. J'ai pas écouté celui-là. Faudrait que je le fasse. Mais du coup, oui, on a levé de la dette. Et l'idée pour moi, en tout cas, c'était d'être prêt avec un core banking qui permet d'originer sur la suite BFR dont je te parlais, avec des taux market leading. C'est-à-dire pas des taux bancaires, parce qu'on n'est pas une banque, mais avec quelque chose qui nous permette de proposer des taux qui soient, on va dire, acceptables et sur lesquels on puisse marger suffisamment. Et vous n'avez pas en tête de créer vous-même votre véhicule ? Alors comme fait United, parce qu'ils l'ont fait assez tôt. De facto aussi, il l'a fait, je pense, récemment. Ouais. Alors, il y a le sujet de créer son véhicule et il y a le sujet de financer ce véhicule. Ouais. Créer le véhicule, ça coûte très cher. Je pense que de facto, ça a dû leur coûter un peu d'argent de faire leur fonds. Et il y a le sujet de le financer. Le sujet de le financer, c'est vraiment un métier à part. Enfin, moi, je considère que c'est pas mon métier d'aller voir des investisseurs institutionnels, etc. Tu le fais en partenariat en général. Oui, tu le fais en partenariat. Et puis, il faut savoir leur parler. C'est un vrai métier. Ah non, tout à fait. Je pense que c'est chaud. J'avais fait un épisode spécifiquement là-dessus avec Elise Herbst, qui explique en fait comment elle rend le business d'Electra bankable. Elle était CFO, maintenant elle est CIO, donc Chief Investment Officer au sein d'Electra. Et je trouve hyper intéressant parce que c'est un métier vraiment spécifique. C'est un métier d'asset management au sein d'une start-up ou d'une scale-up. Exact. Donc je pense qu'il y a les deux sujets. Donc pour répondre à ta question, nous, on n'a pas créé un fonds de titrisation comme l'a fait De Facto, qui est le chemin naturel pour eux. Nous, on l'a fait via une structure plus légère, qui est plus adaptée, je pense, à notre fonctionnement et qui est surtout moins coûteuse, avec pas de tranches, etc. Donc, plus simple à gérer. Top, hyper intéressant. Bravo. Mais quel chemin parcouru, dis donc. Ça fait du chemin. C'est quoi les apprentissages, les choses que tu retiens si on parle juste de cette expérience Hero en 4 ans, là. Les 3-4 trucs. Ça va faire 4 ans, les 3-4 trucs. Il y en a beaucoup plus que ça, mais en fait, moi, franchement, j'ai tout appris sur le tas, là. En réalité, je m'y connaissais pas tant que ça, en fait. En tout cas, je réalisais pas à quel point je m'y connaissais pas. Pas dans un domaine. Dans un domaine, mais tu vois, là, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Il y a beaucoup de métiers dans ce qu'on vient de discuter. Oui, tout à fait. Donc, il faut quand même... sachant que je suis solo founder, d'ailleurs. Donc, j'ai pas de cofondateur qui apporte une expérience, etc. Donc, t'aurais dû suivre ma masterclass que je vais lancer. Je vais l'acheter, ta masterclass. Mais là, elle est pas encore lancée, on est d'accord. Non, elle se lance au moment où on va sortir l'épisode. Achetez la masterclass. Bientôt disponible. Je ne révèle pas le prix en direct. Ouais, donc ça, c'est les sujets métiers que tu as découverts. Mais après, même toi, intérieurement, par rapport à tes forces, ton énergie, ton envie. Ouais. Des déceptions, peut-être, aussi. Honnêtement, je pense que j'ai eu un peu de chance, donc j'ai pas eu de déception en réalité. En fait, c'est surtout des apprentissages, donc autour des métiers. Et puis après, moi, j'ai toujours eu le drive autour de cette industrie parce qu'en fait, le sujet me passionne. Donc en fait, je pense que c'est surtout le fait d'apprendre, de découvrir des choses qui me passionnent au quotidien, d'arriver à monter sur le métier, de rencontrer des gens qui sont impressionnants, qui m'apprennent des choses, qui me permettent de m'éduquer sur les sujets. Tu vois, pour avoir écouté ou vu, par exemple, Charlotte de Facto, qui est vraiment impressionnante sur son sujet. Moi, je suis à des années-lumière, si tu veux, de son niveau. Et c'est pas ce qu'on te demande. Non, je sais bien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il a fallu quand même que je comprenne un petit peu ces sujets-là et que je monte quand même en compétence là-dessus. Donc, c'est ça, moi, qui me botte en réalité au quotidien. Et puis après, évidemment, il y a le drive de revenir à l'essence de ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'être aux manettes d'un projet et d'être l'arbitre au final des décisions et du chemin. Et ça, je pense que c'est galvanisant. Voilà. Avant de parler de la recommandation de bouquin, puisque comme tu sais, je lis beaucoup, et je demande toujours une recommandation d'un livre, en fait, pour moi. Le sujet de la souveraineté revient régulièrement et de plus en plus sur mon podcast. Notamment, on parlait de Paul Deleuze, on a parlé de la défense, puisqu'ils ont levé chez Siena un fonds défense, donc c'est clairement un sujet qu'on a touché du doigt. Est-ce que toi, tu crois encore à une finance digitale souveraine en Europe ? Vraiment. Vaste question. Je vais faire. À chaud comme ça, j'ai envie de te dire, il faut regarder l'histoire et ce qu'on a fait.
le dollar, monnaie souveraine post-seconde guerre, l'esquime Visa, Mastercard, c'est 80% du volume européen aujourd'hui. On a rattrapé un petit peu tout ça avec SEPA, TIPS, etc. Mais même sur le cloud, etc., force est de constater que le marché, il est pris par les Américains aujourd'hui. Donc, est-ce que j'y crois ? Oui, parce que moi, je crois en l'Europe et je suis fondamentalement pro-européen. Mais va falloir se retrousser les manches, accélérer, se réveiller. En fait, nous, on a une tendance, mais je pense que c'est dit dans tellement de podcasts, à réguler avant. D'ailleurs, MiCA, c'est première régulation sur les cryptoactifs au monde. C'est quand même pas mal. Et du coup, on va après sur le business, alors que les Américains font exactement l'inverse. L'inverse, pas exactement, mais en tout cas, essayent de faire... Non, ils ont une approche plus pragmatique. Voilà, plus pragmatique. Donc, est-ce que j'y crois ? Moi, oui, j'ai vraiment envie d'y croire. Je pense que juste, on était fragmentés post-Seconde Guerre mondiale. Il nous a fallu un peu de temps pour se resserrer, pour finalement avoir une harmonisation de la réglementation. Et petit à petit, on est en train de rattraper ce retard-là. Mais il va falloir se retrousser les manches et avancer vite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en parlait avec les stablecoins. Aujourd'hui, c'est USDT. Est-ce qu'il y a un euro numérique ? Aujourd'hui, on se pose toujours la question et on ne sait pas vraiment si ça... Oui, et souhaite-t-on un euro digital De toute manière, si on ne le souhaite pas, il y aura le dollar digital. Donc, tu veux, j'ai envie de te dire, c'est même pas une question à se poser. Il faut un euro numérique. Ouais. Sinon, de toute manière, ce sera le dollar digital et on l'utilisera. C'est ça la finalité. Merci Roland d'avoir terminé sur cette question. Donc, quelle recommandation pour conclure ? Alors, tu me prends de court. Quelle recommandation ? Je pense qu'il y a... Donc, en bouquin. Ouais. En bouquin. Ou en podcast. The Hard Things About Hard Things. J'étais sûre que tu allais le sortir. The Hard Things About Hard Things. De Ben Horowitz. Ouais, de Ben Horowitz. J'étais sûre que tu allais me le dire. Ok. Je pense que c'est le premier truc qui me vient en tête. Ouais. Et ensuite, podcast, c'est ça ? Si t'as envie. 20 Minute VC, Harry Stevens. FinTech Insider. Voilà. Super. Merci beaucoup, Roland, pour ta présence parmi nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.